Bonsoir, bienvenue sur ce plateau et merci de nous retrouver. Nous allons consulter pendant la demi-heure qui suit Luc Évrard, SVP, avec vos questions, car elles sont de plus en plus nombreuses sur cette guerre du Golfe concernant la situation actuelle qui est, vous le savez, délicate à analyser. Et ce soir, nous avons choisi de vous donner le maximum d'informations sur les systèmes d'armes. Alors pas évidemment pour faire, j'allais dire, dans l'armement à tout prix, parce que c'est vrai qu'on parle d'armes, souvent les généraux qui sont ici, nos consultants, comme si c'était quelque chose de naturel. Or, vous ne les connaissez pas toujours très bien, et je crois qu'il est nécessaire donc d'appesantir un petit peu notre réflexion sur les différentes armes qui entrent en ligne de compte dans cette guerre qui a maintenant 8 jours, sans pour cela que ça prenne un tour guerrier, tout simplement pour vous informer. Je voudrais vous donner auparavant les deux informations ou les trois informations de la journée. La première, eh bien c'est simple, les bombardements continuent, massifs, sur Bagdad, mais surtout sur Bassora, la deuxième ville de l'Irak, donc, qui est située au sud du pays, avec toujours le même objectif des Alliés, séparer les troupes irakiennes de Saddam Hussein du Koweït des bases arrières qui sont situées en Irak. Les deux autres informations concernent la mission particulière des Jaguars français, qui pour la première fois sont intervenus en Irak sur la fameuse garde républicaine, et au Koweït, donc, toujours cette intervention des Jaguars, sur des batteries installées donc par les Irakiens au Koweït. Tous les appareils français qui ont participé à cette double mission sont rentrés à leur base. Avant de retrouver donc les deux experts de ce soir sur les systèmes d'armes, je voudrais d'abord savoir avec Luc Évrard si SVP fonctionne. Luc, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous sommes en direct au 47 87 11, prêts à recevoir toutes les questions de nos auditeurs qui sont déjà très nombreuses. D'accord. Et deuxièmement, donc, je voudrais qu'on découvre ensemble une météo particulière faite par Gérard Joigny concernant justement la région et les opérations militaires. Gérard Joigny. Élément déterminant de la guerre, la météo. CNN continue de donner les conditions climatiques sur la région du conflit. D'autres météos nationales considèrent que ces informations font désormais partie du secret militaire et ne délivrent plus les bulletins. En fait, sans bonne météo, pas de bonne action militaire ou alors tout dépend de l'équipement des appareils. Exemple, les Jaguars, même avec des bombes laser, ne sont pas équipés tout temps, contrairement aux Tornado. Pour acquérir l'objectif, les pilotes doivent le voir. Dans les nuages, pas question non plus de se ravitailler en vol. De plus, dans les nuages et volant en patrouille, les avions peuvent s'accrocher et ils préfèrent rentrer. Même les satellites les plus perfectionnés n'arrivent pas à percer les couches nuageuses. La preuve, les satellites météo photographient parfaitement les nuages, mais sans les transpercer. Voilà, question SVP Luc Évrard. Nos téléspectateurs sont très frappés par le premier raid des avions irakiens qui étaient munis de missiles Exocet. On voudrait en savoir plus sur les performances de ces missiles, on savoir aussi pourquoi ces missiles n'ont pas eu le temps d'être lâchés par les avions irakiens avant que ces mêmes avions aient été neutralisés. Alors, le général Capillon, Dominique Saligny, je vous salue tous les deux. Première réponse, mon général. Alors, premièrement, l'Exocet est un missile qui a plusieurs configurations possibles et qui peut être lancé contre des objectifs à la mer ou à terre. La guerre en Iran l'a bien montré et précisément, notamment le système Mirage F1 Exocet, il faut rappeler, puisque c'est le cas que ce sont des matériels français, ont eu des résultats particulièrement spectaculaires contre ces divers objectifs. La portée est selon les configurations, mais l'ordre de grandeur, c'est la quarantaine de kilomètres, et ceci peut être lâché, soit d'avion, soit d'hélicoptère. Alors, beaucoup d'interrogations aussi, Luc, qu'on va vous retrouver dans un instant, sur la nature de ce qui a été acheté massivement par Saddam Hussein ces dernières années, mais une précision du général Capillon. Ça n'a pas répondu à la deuxième partie de la question. Pourquoi ces avions n'ont pas pu larguer ces Exocet vers leur objectif? Enfin, un, semble-t-il, Exocet, tout simplement parce qu'ils ont été détectés tôt, interceptés tôt, et que le F1 qui avait un Exocet a dû larguer cet Exocet un peu n'importe où et s'échapper. Alors, l'armement de Saddam Hussein acheté ces 6 ou 7 dernières années nous réserve-t-il des surprises? Regardez. Ces images ont été tournées il y a quelques mois. Nous sommes en Irak, au salon de l'armement de Bagdad, en fait à la fois le Satori et le Bourget irakien. Et là, on peut se rendre compte de l'équipement de Saddam Hussein. Des armes assez classiques avec chars, bombes, roquettes, canons en tout genre, des livraisons françaises à l'origine, mais surtout soviétiques depuis la nouvelle orientation politique du régime. Armement classique et donc assez peu sophistiqué. La sophistication vient plutôt de l'aviation avec ce MiG-29, mais on sait que Moscou ne livre pas à l'étranger les options qui font la différence. Dans la panoplie des 700 avions recensés à l'origine du conflit, également le Mirage F1, dont quelques-uns ont déjà été abattus. L'Irak passe par la quantité de son armement et par le nombre de ses soldats, 500 000, comme le pays le mieux équipé du Golfe.
Voilà, alors Dominique Saini, tout le monde sait maintenant, puisque vous intervenez depuis plusieurs jours sur notre antenne, que vous êtes conseiller donc pour les achats militaires. Est-ce que dans le bref rappel de Gérard Joigny, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il y a, enfin pas ce qu'a fait Gérard, mais est-ce qu'il y a en gros tout ce que possède Salim Salam? Parce qu'il y a des dépêches qui tombent en disant il nous réserve des surprises, il va y avoir des pilotes suicides, ils vont enflammer donc la partie, le bras de mer qui sépare le Koweït de l'Irak. Qu'est-ce que vous savez dans ce domaine? Non, la question précédente était intéressante en ce sens qu'il y a des pistes qui fonctionnent puisque les avions ont pu effectuer des missions. Ça c'est pour finir avec la question précédente. Sur votre question, on vient de voir quelques images sur l'exposition militaire de Bagdad qui a été effectuée en 1989. C'était une exposition qui était destinée à montrer les équipements qui étaient réalisés par l'Irak à la fin de la guerre et qui permettait aussi à d'autres fournisseurs de l'Irak de aussi présenter leur gamme de matériel. Je voudrais juste dire une chose, parce que c'est un débat qui est quand même assez vaste. Les armes qui sont en Irak sont de toutes sortes, ce sont des armes modernes. C'est un pays qui naturellement avait des moyens importants quand il a commencé la guerre et il a pu acquérir non pas ce qui se faisait de mieux, mais sûrement le meilleur matériel que l'on peut trouver en Europe. Les Américains ne vendaient pas de matériel en Irak pendant la guerre, il faut quand même le souligner. Une chose aussi, parce que les gens pensent que la France a fourni des armes à l'Irak jusqu'en 88, jusqu'en 89 ou même 90, c'est pas tout à fait vrai. En 1986, je l'ai souvent souligné lorsque je suis venu sur ce plateau, les Irakiens avaient quand même de grandes difficultés financières et les ventes d'armes étaient soumises surtout à des conditions financières qui étaient faites par l'État français. Il y a beaucoup de gens qui circulaient quand vous alliez à Bagdad pour vendre des armes aux Irakiens, toutes nationalités confondues. Oui, pas toutes nationalités confondues, parce que les Américains n'avaient pas de marché avec l'Irak, mais il y avait des Britanniques, des Français, et surtout quand les conditions financières ont été difficiles, on a trouvé des pays comme la Corée du Nord, la Chine, le Brésil, le Chili, qui autorisaient à l'Irak d'avoir des conditions financières intéressantes. Alors on va aller voir Luc Évrard dans un instant. Auparavant, gros plan donc sur les missiles que vous avez vu donc défiler depuis le début donc de cette guerre, avec des explications encore une fois de Gérard Joigny. Après question de Luc Évrard. Gérard. Côté irakien, la menace s'appelle Scud. Scud, c'est un ensemble des fusées d'abord, de 25 ans de conception et de fabrication soviétique, et des rampes mobiles capables, juste après le tir, de disparaître pour aller se repositionner ailleurs. Les Irakiens ont amélioré le produit avec 2 versions capables de lancer des charges à 600 et 800 km, charges explosives classiques ou chimiques. En face, le missile américain Patriot, une efficacité annoncée à 100% avant le conflit. Le Patriot, qui vaut 5 millions de francs, est en fait difficile à mettre en œuvre. Le tir du missile ennemi doit être détecté par un satellite, qui met en alerte à son tour un avion radar AWACS, qui prévient alors le servant du Patriot, d'où quelques ratés, notamment sur Israël. Côté français, le missile efficace s'appelle l'AS-30, c'est un engin guidé par laser. Quand l'objectif est accroché, plus rien ne peut le détourner de sa cible, il frappe à coup sûr, on l'a vu sur le dépôt de munitions situé dans le Koweït occupé. Actuellement, l'AS-30 et l'avion Jaguar forment un couple parfait. Encore une fois, je vous rappelle que si nous détaillons les armes ce soir, c'est pas pour donner à tout ça une atmosphère guerrière, elle est bien évidemment pesante cette atmosphère, mais pour tenter de vous informer, pour que vous puissiez repérer ces systèmes d'armement. Question Luc Évrard, donc SVP. Oui, toujours beaucoup de questions sur les missiles dont nous venons de parler. Un journaliste parisien nous demande combien d'Exocet l'Irak possède-t-il. Un attaché commercial de Marseille demande si les forces françaises présentes dans le Golfe disposent, elles aussi, d'Exocet. Et puis un ajusteur de Monceau, c'est en Saône-et-Loire, demande ne pensez-vous pas que l'Irak cache encore beaucoup de matériel, en particulier des Scud, et cela peut-il modifier le cours de la guerre? Alors on va terminer par cette question. D'abord les Exocet. Est-ce que les Irakiens en ont encore beaucoup? Est-ce que les forces françaises dans le Golfe en ont? Les forces françaises dans le Golfe, ça c'est une certitude. Les Irakiens en ont quand même direct beaucoup contre les tankers dans les dernières années, dans la région du Golfe. Je ne me souviens pas du chiffre particulièrement. Mais je sais que les troupes françaises sont difficiles de dire un chiffre. Alors est-ce qu'il y a encore des Scud Des Scud, oui. Et on peut, je rajoute, j'insiste toujours là-dessus, c'est que les Scud, il y en a en Libye, il y en a en Iran, il y en a en Corée du Nord, il y en a dans des tas de pays, et avec les alliances qui peuvent plus ou moins subvenir au dernier moment, on ne sait jamais ce qui peut se passer, les Irakiens peuvent être ravitaillés. Alors là encore, et ce sera le dernier complément à cette question, une dépêche donc en provenance d'Amman en Jordanie, qui parlant de surprise, est-ce que ça peut exister? Vous me répondez donc dans l'arsenal irakien, pilote kamikaze, bunker piégé ou oléoduc sous-marin prêt à s'embraser pour transformer les eaux du Golfe en mer de feu. Est-ce que tout ça est envisageable? Il me semble que donné à titre d'hypothèse. Hein.
Oui, le général ou moi-même pouvons répondre à cette question. Je répondrai aux deux premières, si vous voulez. Je suis peut-être moins à même de répondre pour la dernière, celle des oléoducs sous-marins. Il est sûr qu'il est possible, en tout cas, que des pilotes soient volontaires pour faire des missions qualifiées de suicide. Certaines personnes le font bien pour des attentats et le terrorisme. On peut ne pas exclure, et je crois qu'il ne faut pas exclure cette possibilité, sans même se référer aux Japonais. L'autre question était... Alors les bunkers piégés, je crois qu'il est une évidence que beaucoup de bunkers, au moment de leur évacuation, si évacuation il doit y avoir, seront piégés. Mais ça fait partie de tout le dispositif. Troisième point, avant de retourner... Il me semble qu'une menace avait été formulée soit à travers les Palestiniens ou soit à travers les Irakiens. C'était au courant du mois d'août, concernant la possibilité de faire sauter, de miner les sites mais est-ce que tout ça, les sites pétroliers sous-marins. Mais est-ce que pilote kamikaze, bunker piégé, oléoduc sous-marin, tout ça étant conditionnel, est-ce que ça peut changer vraiment la nature d'une guerre, ou est-ce que c'est pas une attitude de désespérado en fin de conflit? Non, je crois d'abord, pour compléter, qu'il ne faut pas mélanger le fait de faire sauter une installation dans ses parties souterraines, une installation pétrolière, ça c'est une chose, mais pris au sens de la question, un oléoduc, c'est-à-dire une longue conduite qui serait sous-marine, etc., personnellement je n'en ai pas d'éléments, sans l'exclure. Ben alors on va aller voir Luc Évrard. Vous voulez acheter non, parce que vous avez posé une deuxième question. Est-ce que tout ceci est susceptible de faire... de changer ou d'intervenir maintenant? Je crois qu'il y a des choses qui peuvent faire changer le niveau et les pertes. L'emploi du chimique est quelque chose qui serait un franchissement très important. Mais je crois que la nature des choses est que, incontestablement, l'Iran perdra la guerre. Ça coûtera plus ou moins cher, mais perdra la guerre. C'est ça qui est important. D'accord. Luc Évrard, SVP, question. Oui. Je précise, Luc, qu'après, on va voir en détail et réfléchir sur Tornado, Jaguar, F-117, bref, sur l'aviation. Donc, si vous pouvez avoir pour plus tard des questions sur ces trois avions dont on a beaucoup parlé depuis le début du conflit. Maintenant, votre question. Très bien, parce qu'effectivement les questions sur les forces aériennes sont très nombreuses, mais une dernière question peut-être sur les missiles. Ce commerçant parisien me demande si les Irakiens disposent de missiles Milan. Il serait peut-être bon que nos experts d'abord nous rappellent ce que c'est que ces missiles. Alors donc, est-ce que les Irakiens, je m'excuse, possèdent des missiles Milan, et est-ce qu'on peut rappeler de quoi il s'agit? Le missile Milan, c'est un missile anti-char qui est utilisé par les troupes, qui peut être monté sur un véhicule. Il y a plusieurs versions. C'est un missile connu qui a été largement acheté en Irak. Je crois que tout confondu entre le Hot et le Milan, qui sont des missiles, ce sont les deux versions. Il y a une version sol et une version embarquée. Il me semble qu'il y a environ 200 000 missiles qui ont été vendus. Je ne suis pas sûr du chiffre. 200 000. Les informations de M. Salini sont certainement plus précises que les miennes dans ce domaine. D'accord. Je voudrais qu'on voit maintenant les différents avions, en commençant justement par le Jaguar. On en a beaucoup parlé, ce qui nous ramène d'ailleurs, je vous le précise, à l'information majeure de la journée, une des informations majeures de la journée, à savoir donc une double mission des Jaguars français en Irak et au Koweït. Ce Jaguar, on vous le remontre. Conçu dans les années 60, le Jaguar n'est pas le plus moderne de nos avions de combat, mais il a pour lui l'expérience, notamment celle du Tchad, où lors de l'opération Épervier, il fit merveille dans toutes les attaques d'appui au sol. Construit en collaboration avec les Anglais, le Jaguar est un chasseur d'assaut classique, sa principale force étant d'emporter un maximum de bombes, environ 4 tonnes. Point faible, son manque de couverture radar et sa sensibilité aux missiles sol-air. Force, une bonne maniabilité et une très grande vitesse d'attaque à basse altitude. Au début de l'opération Daguet, les 24 Jaguars engagés dans le Golfe devaient défendre nos troupes. Avec l'ouverture des hostilités, leur mission a changé, ils sont passés à l'attaque. Le Jaguar à l'unité vaut 120 millions de francs, si je ne me trompe pas. Alors un mot sur cet appareil, on vient de voir avec Axel Duroux ce qu'était sa mission traditionnelle. Général, vous en avez piloté? Oui, bien sûr. Ça se pilote facilement? Oui, mais tous les pilotages sont faciles dès lors que vous êtes entraîné. D'accord. Alors un mot sur le Jaguar? 3 rubriques. L'avion est un avion âgé. Il a 20 ans de production, c'est sûr. Et donc, c'est un avion de génération antérieure. Par contre, cet avion est équipé avec un certain nombre d'armes modernes. Exemple, les missiles guidés laser. Troisième point, cet avion a quand même un certain nombre de protections contre les tirs qui sont faits à son égard des protections électroniques. C'est donc une partie de sa sauvegarde.
Dominique Salini sur le Jaguar, un mot? Non. Pas de mots sur le Jaguar, parfait. Donc on passe maintenant au Tornado, 230 millions de francs l'unité. Cet avion, vous le découvrez. En vol, au-dessus du désert, un Tornado JR-1 de la Royal Air Force. Cet appareil européen, construit dans les années 80 à 800 exemplaires, est employé dans le Golfe par les armées anglaises, saoudiennes et italiennes. Chasseur polyvalent, le Tornado est particulièrement redoutable dans les attaques frontales au sol. Il vole très vite, très bas et par tous les temps. Son système d'armement comporte une grande variété de charges, de la bombe guidée au missile RR. Si l'on ajoute une bonne couverture anti-radar, le Tornado donne d'excellents résultats dans les bombardements de précision sur des sites très défendus. C'est exactement son emploi dans le Golfe. Voilà, alors un mot tous les deux sur le Tornado, avant que nous retournions à SVP, Dominique Salini. Oui, le Tornado, c'est un avion tripartite qui est fait par 3 pays, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre. C'est un avion qui est utilisé actuellement en appui-feu, qui sort beaucoup, qui est puissamment armé, mais qui n'a pas toujours connu des fortunes dans le domaine aérien. C'est pas un avion particulièrement intéressant et dont la fabrication est arrêtée cette année, il faut le souligner. Je compléterai et nuancerai un peu le propos. Je crois que le Tornado est un très bon avion d'attaque au sol, toutes conditions météo, biplace, etc. Cependant, pour faire du combat aérien, cet avion n'était pas suffisamment bien, c'est pour ça qu'une nouvelle version a été faite par les Anglais. Mais actuellement, ce dont on parle, c'est l'attaque au sol, et c'est un avion qui, effectivement, a beaucoup de capacités attaque au sol, en distance et en emport de charge. Pardon, mon général. Luc Évrard, question SVP. Après, nous parlerons de l'avion Furtis, le F-117, dont le coût est, semble-t-il, exorbitant, puisqu'il dépasse largement les 300 millions de francs, voire 400 millions de francs. On va en parler. Donc, Luc, une question? Oui, 4 questions sur les forces aériennes, en commençant par celle d'un étudiant. Alors attendez mon cher Luc, on a un problème, parce que ce n'est pas un problème, mais une information, il y a des images de la télévision irakienne qui viennent de nous parvenir et qui sont les premières, qui montrent Bagdad bombardée. Donc c'est hier, ces images datent d'hier, semble-t-il, et Olivier Varin, qui était à Bagdad il y a encore quelques jours, les commande pour nous. Nous sommes où là, à votre avis, Olivier? Apparemment, c'est la périphérie de Bagdad, puisque le centre de Bagdad est presque entièrement moderne. Ce sont des tours, des hôtels modernes, donc si c'est à Bagdad, c'est un quartier en tout cas périphérique. Les destructions sont importantes puisque jusqu'ici les tirs avaient été très localisés, ne touchaient qu'un but très précis, tandis que là il semble que c'est un quartier qui a été touché, plusieurs maisons détruites. Bon, avec toutes les précautions qu'il faut prendre évidemment à l'égard de ces images, à savoir que ce sont des caméramans qui sont emmenés par les autorités irakiennes, évidemment. Alors voilà qui est extrêmement important parce que jusqu'ici, cette guerre était une guerre bizarre puisqu'une guerre sans blessés, sans morts. Pour l'instant, nous n'avons vu aucune victime de ce déploiement incroyable d'artillerie irakienne ou de missiles américains. Et là, c'est la première fois qu'on nous montre une victime. Et puis des dégâts qui paraissent importants. Je crois que c'est difficile d'en dire plus comme ça sur ces images. Ce que l'on peut dire en complément de ces images, c'est que toutes les informations par les agences qui nous sont parvenues aujourd'hui font état de bombardements importants sur Bagdad et sur Bassora, donc la deuxième ville de l'Irak. Évidemment, ces images, nous les reverrons probablement dans le journal télévisé tout à l'heure, à partir de 20h. Un mot, Olivier? Oui, je crois que c'est important de signaler que c'est la première fois, de part et d'autre, qu'on voit une victime de cette guerre dont on nous explique depuis quelques jours que c'est un déploiement d'armement extraordinaire. Merci Olivier. On retourne à SVP avec Luc Évrard pour la reformulation des questions que nous avons interrompues, Luc. Et elle concernait les avions. La France était la seule à utiliser des Jaguars dans le Golfe. Est-ce que la France n'aurait pas pu trouver mieux que ces Jaguars pour intervenir? Pourquoi tant de Tornado au tapis? Et que font les Mirages français? Alors, Jaguar, on peut trouver mieux ou pas? Il y a dans le Golfe des Jaguars anglais. Je précise que le Jaguar anglais, pour des raisons diverses, a quelques équipements importants, intéressants, de navigation en particulier, supplémentaires par rapport au Jaguar français. D'accord. Est-ce que les Mirages maintenant? Nous avons là-bas ce qu'il y a de mieux dans les versions de Mirage, c'est le Mirage 2000 avec la capacité que beaucoup n'ont pas, je ne parle pas des avions américains, de certains avions américains, que beaucoup n'ont pas de détection vers le bas, ce qui est essentiel car vous avez vu que beaucoup d'attaques se font vers le bas. Il faut pouvoir détecter les avions.
Ça, le Mirage 2000 est au meilleur niveau. Le tornado, pourquoi autant de tornados touchés, demandent nos téléspectateurs. On l'a expliqué, il faut peut-être leur dire. Oui, puisque nous en sommes, si les informations que j'ai sont exactes, à 6, dont 5 au combat, mais le 6e, un accident au décollage. Parce que c'est un avion qui est allé très loin pour pénétrer sur le territoire de l'Irak, qui a eu des objectifs de nuit, très défendus aussi, à très basse altitude, ce qui explique effectivement qu'il y a eu des pertes. Voilà, encore une fois, je vous rappelle, j'allais dire, la mission que nous sommes assignés dans cette édition spéciale. D'abord, vous donner l'information et puis surtout essayer de vous donner quelques éléments pour mieux comprendre ce qui se passe. À partir de 20h, le journal, nous vous ferons un récit de ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour l'instant, c'est un petit peu un dossier, donc, sur les armes. Le F-117 maintenant américain, c'est donc l'avion furtif. Nous le découvrons grâce à Axel Duroux qui, avec Gérard Joigny, a réalisé pour vous ce dossier. Axel, le F-117. Véritable monstre de technologie, le chasseur furtif F-117 est l'atout numéro 1 de l'US Air Force. Tout sur cet avion a été conçu pour le rendre quasiment invisible. Ainsi, malgré sa masse imposante, il pèse 23 tonnes, le F-117 projette une image radar quasiment nulle, à peine équivalente à celle d'une mouette. De même, toutes les parties chaudes de l'appareil, réacteur, carlingue, cockpit, ont été traitées pour laisser la signature infrarouge la plus faible possible et éviter ainsi les attaques missiles. Sur le plan offensif, le F-117 est un oiseau de nuit, équipé d'une caméra, amplification de lumière. Son système de guidage des bombes au laser est d'une précision exceptionnelle, de l'ordre du mètre. Seul point faible de cet appareil révolutionnaire, sa vitesse, il ne dépasse pas le mur du son. Alors, Général Capillon, cet avion présenté comme extraordinaire, dont on a dit après qu'il y avait quand même une image radar. Alors, on le détecte ou on ne le détecte pas? Est-il utile ou n'est-il pas utile? Non, on le détecte très difficilement, et bien sûr, lorsqu'il est très près et qu'il n'a pas mis tout son système de défense en route, c'est plus facile, c'est évident. Moi, je voudrais faire 2 remarques. C'est le prototype de l'avion spécifiquement fait pour une mission. Il n'est même pas supersonique. Par contre, celle-là, il a tout ce qu'il faut. Et la deuxième remarque est précisément pour dire que c'est une synthèse de technologie, d'électronique. C'est ce qui se fait de mieux en ce moment, et c'est le seul de son genre. Alors en tout cas, pour toutes les questions que vous vous posez concernant le marché d'armes, comment on peut vendre des armes, qui a vendu des armes, qui a construit des abris souterrains pour Saddam Hussein, nous essaierons d'y répondre à partir de 22h30, 22h40 avec SVP donc et Luc Évrard qui reste avec nous. Je voudrais simplement, pour terminer avant le journal, vous montrer des éléments qui ne concernent plus cette fois-ci les avions mais les chars, et c'est toujours Axel Duroux. Toutes armées confondues, un peu moins de 10 000 chars participent aux opérations dans le Golfe. Côté irakien, l'arme blindée est essentiellement d'origine soviétique. Saddam Hussein a en sa possession près de 2000 chars T-72 et T-62. Des chars lourds armés de canons de 115 et 125 mm et capables de se déplacer à la vitesse de 80 km/h sur près de 500 km. Autres blindés, les T-54 et T-55 de conception plus ancienne, mais tous équipés pour le combat de nuit et la guerre chimique. Au total, avec 5500 chars, les Irakiens sont supérieurs en nombre. En ce qui concerne les forces de l'Alliance, l'avantage est surtout technologique. AMX-30 français, M60 saoudiens et Challenger anglaises sont au moins équivalents aux chars irakiens. Et avec le M1A1 Abrams, les Américains disposent de l'engin blindé le plus performant du monde. Véritable Rolls-Royce des sables, ce char qui développe 1500 chevaux est entièrement climatisé. Il peut résister aux attaques nucléaires, bactériologiques et chimiques. Quant à ses compétences sur le plan offensif, elles sont incomparables. En fait, il n'a qu'un seul petit défaut, il consomme 1 litre de carburant au kilomètre. 22 millions de francs le char Abrams. Dominique Salini, qui a l'avantage dans le domaine des blindés dans le conflit actuel, à votre avis? Non, le M1 Abrams, c'est sans contexte actuellement le char qui est d'une technologie la plus avancée qui existe. C'est un char qui est propulsé par une turbine à gaz. C'est la première fois qu'on va le voir en opération, c'est important. Du côté des Irakiens, dont l'état-major a beaucoup appris avec les soviétiques, nous avons donc des chars soviétiques en grande majorité. Des T-55 ont été utilisés pendant la guerre des 6 jours, et des T-72 et T-80 parfois, en petit nombre. Je crois que tous les blindés recensés en Irak sont de l'ordre à peu près de 5000. Comptez quand même dans ces blindés, des blindés qui servent à déminer les terrains, qui servent à récupérer d'autres blindés, à faire des réparations, et naturellement je pense qu'en Irak il doit y avoir aussi des blindés en cours de maintenance qui ne sont pas sur le terrain. Merci Dominique, merci Général, 19h54. D'autres précisions à partir de 22h30. Toutes les questions que vous vous posez, nous essaierons d'y répondre. Le journal dans 2-3 minutes.